Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 13 juin, nous reviendrons sur la repose du vitrail de façade du Sacré-Cœur de Cholet. On écoutera l'architecte en chef des monuments et le maître verrier dans un instant. Il fait 6 mètres de haut et a bien besoin d'un bon coup de pinceau, direction Forges d'Eco-Ouest pour découvrir un chantier d'art. Puis nous vous expliquerons comment protéger son vélo avec Bicicode. Enfin, nous refermerons cette édition avec les orques et leur place en National 1. Il est unique et original, c'est pour cela qu'on lui accorde une attention toute particulière. Le vitrail de façade du Sacré-Cœur est en pleine restauration, comme l'édifice dans son entier d'ailleurs. En effet, nous sommes à la fin de la première tranche de travaux et la restauration du vitrail dit des bonnes en faisait partie. Mais juste avant de parler des spécificités de ces vitraux, je vous propose de refaire un tour du propriétaire avec François Jeannot, architecte en chef des monuments. C'est la première phase qui s'achève avec cette façade principale, la façade nord, qui est inhabituelle dans les églises, mais on est bien une façade d'entrée au nord. Voilà, et c'est la dernière tranche de cette première phase. On ne s'en lasse pas, on revient un petit peu justement sur les spécificités de cette église avant de parler des vitraux dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont les spécificités de cette église? Qu'est-ce qu'elle a d'hors norme, on va dire? Elle est très originale, c'est une œuvre unique d'un architecte qui n'a peut-être pas la popularité qu'il devrait avoir, parce que c'est vraiment son chef-d'œuvre. C'est quelque chose de très original, avec un mélange de plusieurs styles. Il en a fait un style unique quasiment, même s'il y a des rapprochements à faire avec l'architecture romane, avec l'architecture byzantine, avec l'architecture gothique. Il a rassemblé un petit peu toutes les bonnes idées de ces différents styles, et il a fait son œuvre avec l'église du Sacré-Cœur, où il a en même temps utilisé les techniques de l'époque, mais des techniques très contemporaines, comme le béton armé, qui ici évidemment n'est pas complètement apparent, comme sur d'autres édifices de la même époque. Donc c'est plutôt une structure en béton avec un habillage de matériaux locaux, la brique, la pierre, de matériaux différents, qui sont tous de la région mais différents, pour apporter cette polychromie qu'il souhaitait absolument sur cet édifice. Alors la particularité des vitraux, c'est qu'on a des pattes de verre assemblées à des verres plus classiques, mais qui sont uniques parce qu'ils ne se font plus. Les verres qui sont utilisés sur l'ensemble de ce panneau-là sont des verres qui n'existent plus aujourd'hui. Donc la particularité, et vous ne le voyez pas ici, c'est que là on a vraiment des pattes de verre. Là on a des navettes qui sont des pattes de verre serties dans un réseau de plomb. Et sur le chantier, lorsque nous avons démarré les travaux, il aurait été nécessaire de déposer les panneaux qui étaient très altérés, mais pièce par pièce. On n'a pas pu déposer les panneaux dans leur ensemble, pour la conservation de l'ensemble. Voilà. Donc nous avons déposé cela, on a ramené les panneaux en atelier et ensuite on a procédé à la restauration. Donc c'est une restauration complète puisqu'on a refait l'intégralité du réseau de plomb. Et après un certain nombre de réunions dans nos ateliers avec les architectes, la DRAC et le diocèse, on a validé les process de restauration qu'on a engagés. Et là on est à la phase de repose. Donc on repose les vitraux à leur emplacement d'origine, parfaitement étanches. Voilà. Une petite question technique, on voit qu'il y a différentes épaisseurs. Ce vitrail, il n'est pas uniforme derrière, on voit des petites aspérités. On garde de l'épaisseur pour changer la lumière, pour faire quoi exactement? Alors là, c'était plutôt dans la création de l'artiste de l'époque. C'était pour donner... en fait, on a un vitrail qui est rayonnant. C'est-à-dire que là, on a l'agneau qui rassemble toutes les spécificités très riches du vitrail, c'est-à-dire les pattes de verre, on a des verres qui sont structurés, là, striés, on a des réaux, un peu de grisaille, un peu de peinture, et tout ça se situe autour de l'agneau. Et ensuite on part sur les autres lancettes, sur des vitraux qui sont rayonnants, avec des verres, on va dire, simplement transparents, structurés, mais avec une approche un peu plus simple pour en avoir vraiment un rayonnement, quoi. Voilà. Donc c'est pour ramener de l'intensité au centre de la verrière.
C'est un beau chantier de restauration que l'entreprise Zignerez de ferronnerie vient de décrocher. Forge d'Eco-Ouest a le difficile et très beau challenge de restaurer le portail de la préfecture d'Angers. Ce colosse de 6 mètres de haut est passé entre les mains des ferronniers d'art de l'entreprise, mais aussi d'une doreuse tout spécialement venue de Nantes pour certaines parties du portail. On écoute cette spécialiste de la feuille d'or en plein travail dans l'entreprise Forge d'Eco-Ouest. Il s'agit de restaurer le portail de la préfecture de Angers. Donc il y a une partie ferronnerie qui a été traitée ici au sein des ateliers Forge d'Eco-Ouest et donc la partie dorure. Donc j'ai eu une partie des ornements que j'ai traité à mon atelier à Nantes. J'ai une intervention ici donc, pour les ornements qui sont fixes. Et je ferai la dernière partie du chantier qui est un autre chantier à part pour les pointes des grilles. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus dans le détail? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire exactement sur ce portail? Alors il s'agit de dorer les ornements du portail, donc comme c'était à l'identique d'origine. Donc il y a toute une préparation en amont de la dorure. Donc moi je fais toutes les étapes préparatoires jusqu'à la pose de feuilles et la finition par une petite protection de la feuille d'or. Justement, on parle de dorure. Est-ce que vous utilisez que de la feuille d'or? Là, je vous vois avec un petit pot de peinture jaune. Alors oui, parce que donc, les travaux préparatoires consistent à appliquer tout d'abord une couche de primaire d'accrochage et ensuite 2 couches de peinture jaune. Donc ce sont des préparations adaptées à l'extérieur, donc qui sont anti-rouille, anti-corrosion, parce qu'on va isoler la dorure du support métal. Parce qu'il faut savoir que le métal s'oxyde, alors que la feuille d'or, après, au final, est inaltérable et inoxydable. Donc on va créer une succession de couches, il y a environ 6 couches, pour amener donc, la feuille d'or à être bien isolée du support et assurer ainsi une longévité, une solidité du travail. Justement, on parle de temps. Combien de temps pour restaurer un portail comme celui-ci? Et après, on peut se fier à peu près à combien d'années pour que ça tienne? Alors en temps de travail, j'ai à peu près 1 mois et demi, 2 mois au total, entre les préparations, la dorure et toutes mes interventions en atelier, Forge d'Eco-Ouest et sur site. Après, en termes de longévité, donc ça va être plusieurs années en extérieur, des dizaines d'années pour tout ce qui est dorure sur métal et en extérieur. Parlez-nous de votre métier. Ça consiste en quoi exactement? C'est quoi votre quotidien? Alors la dorure, je suis doreuse ornemaniste. C'est un métier qui consiste à appliquer des feuilles d'or. Donc moi je travaille soit en conservation-restauration, donc ça peut être des petits objets jusqu'à des objets monumentaux, et ça peut être des petits objets jusqu'à des choses plus importantes. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes beaucoup sur ce marché-là, ce secteur? Ah non, c'est un tout petit milieu. Nous sommes très peu de doreurs en France. Il y a quelques ateliers à Paris, et en province, c'est plutôt des personnes qui travaillent seules ou avec une personne ou 2. Comment fait-on pour en arriver là? Quel type d'études? Alors, c'est un CAP de dorure ornemaniste qui se passe à Paris en apprentissage, donc c'est sur 2 années maintenant. Donc il faut trouver un atelier qui vous accueille pour l'apprentissage. C'est un peu la plus grosse difficulté du métier, de trouver un formateur. Mettre en avant le vélo dans tous ses états, c'était l'objectif de la fête du vélo organisée ces derniers jours par l'association Tous à vélo Cholet Agglo. Parmi les animations proposées, il y avait la découverte samedi du marquage anti-vol Bicicode. C'est la première opération qu'on organise dans ce cadre-là sur Cholet. Donc l'idée, c'est de graver sur le vélo un numéro qui est attribué en fait spécifiquement pour chaque vélo, de le graver. Ensuite, on remet au propriétaire du vélo un petit carnet de bord. Il enregistre après son vélo sur le site bicicode.org avec ses coordonnées. Ensuite, et donc en fait, il n'y a plus rien à faire. Et après, si le vélo est retrouvé par quelqu'un ou par les forces de police, elles ont la possibilité, donc ces forces de police, de consulter la base de données sur laquelle est référencé le vélo, et à l'aide de ce code de retrouver en fait le propriétaire du vélo. Finalement, si on doit bien résumer, c'est comme un peu une plaque d'immatriculation. C'est exactement ça. En fait, quand on remet le passeport aux personnes après le gravage, on dit bien que c'est la carte grise du vélo qui doit être, en fait, quand la personne revend son vélo, elle doit remettre en même temps le passeport au nouveau propriétaire, qui elle-même fera les changements de coordonnées dans la base de données.
comment ça se fait qu'on ait attendu le 21e siècle et en gros voilà les années 2010 pour se prêter à ce genre d'opération? Pourquoi c'est venu sur le tard? Alors c'est quelque chose qui vient qui est originaire d'Allemagne, donc qui est mis en place par la FUB, en fait, la Fédération des usagers de la bicyclette en France depuis quelques années maintenant. Et donc nous, en tant que nouvelle association sur le Choletais validée par la FUB il y a peu, on a été habilité à faire ce marquage de bicicode. Après, pourquoi ça a mis du temps à se mettre en place, ça c'est un peu le mystère. Cette machine, elle n'est pas à vous, elle est à une association, une structure nantaise? Oui, c'est ça. On n'a pas les moyens pour l'instant de louer ni d'acheter cette machine. Donc l'association nantaise, en fait, Place au Vélo, nous prête la machine pour le gravage aujourd'hui. Et vous avez eu, en tout cas peut-être pas vous, mais des membres de l'association ont eu une formation? Oui, on est allé il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, sur Nantes, à 3 adhérents pour voir comment on pouvait faire le marquage, pour le faire dans les bonnes conditions. Parce que c'est très très réglementé en fait. On doit vraiment enregistrer les personnes sur un registre, récupérer vraiment le bon numéro. Enfin, il y a toute une procédure à suivre pour que ce soit fait vraiment légalement. Et alors aujourd'hui, donc, en ce samedi, vous proposez donc aux Choletais de graver leur vélo. Est-ce qu'il y a un succès en la matière? Pour l'instant, on est assez satisfait parce qu'on est rendu, tout à l'heure, on était déjà à 25 vélos et on visait une trentaine de vélos pour la journée. Donc oui, pour l'instant, on a eu un bon retour. Ouais. Du coup, le vôtre, vous l'avez gravé? Oui, il est fait aussi, oui, bien sûr. C'est une opération qui pourrait être réitérée à l'avenir ou pas? Alors le but, oui, c'est ça, c'est qu'on fasse régulièrement des séances de gravage régulièrement dans l'année en fait. Par exemple à Nantes, ils ont la possibilité de faire ça toutes les semaines et donc ils ont régulièrement des personnes qui viennent le faire. Et nous sur Cholet, on souhaiterait l'organiser tous les 2-3 mois si on pouvait le faire sur la région choletaise. On termine ce journal avec une page sportive avec les Orques. Malgré une défaite lors de la finale de championnat contre Vars, l'équipe choletaise de hockey sera en National 1 l'an prochain. On écoute l'entraîneur des Orques, Arnaud Tarot. La finale, elle s'est passée à Vars. Donc Vars qui a accueilli les quarts de finale, qui a été à Grenoble qui était à 14 km et qui a accueilli les finales. Donc ils n'ont pas fait beaucoup de déplacements. Alors que nous on a été à Metz, on a été à Grenoble et on est retourné du côté de Grenoble pour les finales. C'est assez évident, mais ça joue sur le physique, j'imagine, d'une équipe. Ouais, ça joue parce que dans l'espace de 2, 4, 6, allez, 6 semaines, on a fait beaucoup de kilomètres, quoi. Donc faut revenir, faut récupérer, faut se reconcentrer pour la suite. Les gars bossent aussi, donc c'est vrai que c'est pas évident, la fatigue elle s'accumule. Le championnat se termine tard, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais on a fait ce qu'il fallait pour ça. Pour être présent en tout cas pour cette finale. Ce match de finale s'est passé comment? Il y avait Donc pareil, alors la finale c'est un petit peu particulier parce que c'est 4 équipes, toujours de la même façon. Donc il y avait nous, Vars, Lille et Viry. Donc Viry qu'on connaissait bien déjà parce qu'on les a joués en championnat dans notre poule. Lille qu'on ne connaissait pas du tout. Et Vars qu'on connaissait parce c'était le seul match qu'on avait perdu des demi-finales. Et donc il y a un match de classe, donc un match par jour. Du coup on joue les 3 matchs et il y a un classement qui est défini à la fin. Et le premier joue contre le deuxième la finale et le match de troisième, quatrième. Donc ça fait 4 matchs en 2 jours. Là aussi, hein. Donc là aussi, c'est vrai que tu t'approches de la fin, donc forcément on lâche rien. Et puis, mais c'est vrai qu'à la fin on était au bout. J'imagine. Du bout. Donc vous finissez premier de la poule A de N2, c'est bien ça, vice-champion de France de N2, et donc logiquement l'année prochaine c'est la N1. C'est la Nationale 1, ouais. Donc là pareil, dans le même état d'esprit, la finale on gagne notre premier match contre Viry, qu'on ne devait pas perdre parce que Vars c'était quand même vraiment une bonne équipe. On perd le samedi soir, du coup le dimanche matin pareil, il fallait qu'on gagne contre Lille. Donc vraiment les gars ils ont été top, on gagne 10-2 le match. Et puis accession à la Nationale 1 quoi. Donc après la finale c'était plus du bonus quoi. Qu'est-ce que ça signifie la Nationale 1 exactement? C'est encore plus professionnel on va dire? On se rapproche de ça? Non pas forcément, c'est deuxième échelon français. Faut savoir que le roller apparaît en élite où il y a quelques gars qui sont pros. En général ça reste de l'amateur quoi. Donc en National 1 plus particulièrement il y a des équipes qui commencent un petit peu à se professionnaliser. Mais on va dire c'est plus professionnel entre guillemets quoi. Dernière question, il y a 3 ans vous étiez monté en N2,
Maintenant, c'est le delta de 3 ans que vous fixez pour monter en élite après ou... Non, là, l'élite, ça va être... On va attendre un peu quand même. On va attendre un peu. Ouais. Ça reste quand même du boulot et puis après en élite ça passe à plus de matchs. Ouais. Les déplacements sont beaucoup plus loin. Là faut tout rassembler, faut que les joueurs soient ok pour jouer en élite, sachant qu'on récupère pas mal d'anciens joueurs des Dogs qui arrêtent parce qu'il y a beaucoup de déplacements, donc je pense que la Nationale 1 pour l'instant ça reste un bon juste milieu. Voilà, cette édition est à présent terminée. Ce soir, dans l'invité de la rédaction, Pierre Genevray reçoit Philippe Chéniaud, président de l'association Les Régates Choltaises. Ensemble, ils évoquent la journée nationale de la voile handi valide et paravoile qui aura lieu le 30 juin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TLC.